Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour le débrief ludique de la semaine, spécial Week-end ludique 2024. Le débrief ludique, c'est quoi? C'est une émission qui est enregistrée sur Twitch tous les lundis vers 20h, dans lequel je vais parler des jeux de société auxquels j'ai joué. On va discuter ensemble des jeux auxquels j'ai joué. Cette émission ce soir, c'est une émission un petit peu particulière puisque nous allons parler du week-end ludique qui a été organisé par Il était un jeu. Donc nous avons été invités à cet événement, ce week-end, du côté de Montauban avec plusieurs personnalités. Et il était un well, exactement, c'était la 2e édition cette année. Je vais commencer par vous montrer quelques petites photos que j'ai faites durant ce week-end. Puis par la suite, on ira comme d'habitude, sur MyLudo pour regarder un petit peu tous ces jeux. Je vais commencer donc par quelques photos, puisque vous savez, quand on est dans des week-ends de jeux comme ça, ou dans des festivals, ou trucs comme ça, on fait des photos, et puis au bout d'un moment, on est tellement pris par le jeu que des fois, on oublie tout simplement de faire des photos, ou alors c'est des photos vite fait qui sont peut-être pas très qualitatives, en tout cas. Donc, on va commencer, je vais vous montrer un petit tour d'horizon des photos que j'ai pu prendre avec cette première photo qui en fait présente un petit peu tout le monde qui était présent sur ce week-end. Alors donc vous avez Thomas qui est ici, il était un jeu, c'est lui qui a organisé pour la 2e édition ce week-end, accompagné de sa compagne Elodie qui est ici. Nous avons donc par exemple là R comme Rémi, nous avons Plateau de jeu, nous avons Game Trotter, vous avez également ici White Meeple, Les Jeux d'Oz, Ludicieux, Le Monde ludique d'Elisa, Alexia de Les Gens Fluides Bordeaux, Julien Phoenix, Toutes cachées là, Ninja Dice qu'on ne voit pas, DG des livres et LOL et les Meeple. Voilà, et là c'est moi. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien, si vous voyez les photos correctement, etc. Donc ça voilà, c'était la présentation des gens qui étaient présents sur ce week-end, dans un lieu assez unique, assez pas mal, c'est une grande maison, donc comme je disais, près de Montauban. Donc là, c'est une photo avec les jeux qui ont été amenés par chacun, avec un petit peu, on voit ici, les mezzanines, différents lieux qui peuvent être donc aménagés pour pouvoir tout simplement installer un jeu et jouer. Donc plusieurs petits espaces un petit peu partout répartis dans cette grande villa, une espèce de grand, on va dire, de grand hangar très moderne. Donc là, par exemple, une autre vue de la maison. Également, ici, toujours un petit peu le même point de vue. C'est vraiment, donc là, c'est la pièce principale avec au centre le billard qui s'est transformé en table de jeu. Vous voyez ici, il y a un espace aussi où on peut jouer. Il y a des espaces un petit peu dans les mezzanines en hauteur. De l'autre côté, c'est par ici, c'est la cuisine et la salle à manger, où également étaient installées des tables de jeu. Bon, j'ai pas pris beaucoup plus de photos, en tout cas je vous ai pas montré plus de photos, mais c'est quand même un lieu qui est plutôt pas mal. Donc avant tout, je tenais à remercier donc évidemment Thomas et Elodie pour l'organisation de ce superbe week-end, et nous avons été chanceux d'avoir été conviés à cet événement pour la 2e fois. Alors en sommaire, donc on va parler de ce jeu-là. J'ai pas la photo, j'ai pas mis en tout cas la photo de la boîte de jeu. Probablement vous l'avez peut-être reconnue. On en parlera aussi un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez deviné le jeu de quel il s'agit. Nous avons également joué à Flip 7 qui arrive au mois de mars chez Catch Up Game. Petit jeu on va dire de stop ou encore. On va parler également un petit peu dans le même esprit, Gangs of Kyoto. On va parler aussi de Sushigo Dim Sum, qui n'existe pas en français. Ça, c'est une version espagnole que j'ai achetée tout simplement en Espagne, avec le plateau tournant. Et merci Soirley1166 pour le follow. C'est très gentil, merci, bienvenue.
Alors, des jeux, des livres, tu me dis tu veux zoomer. Sur les photos, tu veux que je zoome par rapport à quoi? Ah, tu voulais que je revienne un petit peu sur la photo de groupe. Alors attends, je finis le petit tour des vite fait pour le sommaire des jeux auxquels on a joué. Donc il y avait également Pick Together, qui est un jeu de dessin coopératif et à nombreux, qui est plutôt assez drôle. On a bien rigolé. On a joué également à Aetheria 2, la Genèse, chez Nostromo. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On a rejoué à ce jeu-là, pareil, je n'ai pas pris la boîte. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé le jeu dans les commentaires. Donc ça, voilà, c'est une autre petite présentation de groupe avec une table. Ça, c'était donc du coup dans la cuisine salle à manger avec Raising Robot et nous derrière qui jouons à Mycelia. Voilà une autre photo avec Olivier et Rémi qui font les clowns devant Raising Robots. On a joué également à River Valley, c'est un petit jeu que j'avais reçu en KS et que j'aime bien présenter parce que c'est un jeu très familial et accessible qui se joue très très bien avec un matériel assez sympa. On a rejoué à Happy Garden aussi, moi c'est un jeu que j'affectionne un petit peu particulièrement parce que c'est un petit jeu de pose de tuiles et réalisation d'objectifs assez simple et tout mignon. Link City, je suis très très content, on a enchaîné 2 parties d'affilée de Link City et je suis ravi d'avoir pu faire découvrir ce jeu-là. Il y a également Pesca Cartas qui a été joué, donc Filet aux fiches, jeu de pli et deck building. J'ai joué à Doom Links. Doom Links, on ira voir également sur leur page internet. Doom Links, c'est tout simplement un jeu de cartes d'affrontement où, à notre tour, on va tout simplement jouer des cartes et appliquer leurs effets. Voilà la boîte vue de plus près. Alors ça sera à la fin. Je vous parlerai de ce jeu-là, qui est un truc assez incroyable, que nous avons eu donc la chance et l'occasion de jouer, c'est le jeu Antise, qui va sortir chez Gros Game courant février. Grosse expérience. Hein. J'ai joué à ce jeu-là également, c'est pareil, j'ai pas la photo de boîte. Devinez de quel jeu il s'agit. J'ai également joué à un jeu à rôle caché, donc celui-ci, pareil, il n'y a pas la photo de boîte. Vous allez essayer de deviner de quel jeu il s'agit. Et également celui-ci, donc là il y a la photo. Time Bomb, voilà, de chez Yellow, un jeu que je connaissais, que j'avais déjà joué. J'apprécie pas spécialement ce jeu, mais bon, à l'occasion, comme ça, on me propose une partie, j'y rejouerai avec plaisir. Voilà un petit peu pour le sommaire, en tout cas pour les photos que je voulais vous présenter. Il n'y a pas tout, évidemment, en photo. C'est pour ça que je vous propose juste les photos comme ça pour faire le petit sommaire, l'introduction. Et puis ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller sur MyLudo pour détailler un petit peu tous les jeux auxquels j'ai joué. Et alors c'est ça, ouais, c'était Bombbuster, effectivement. Coucou Tony, bienvenue. Alors oui, on va juste peut-être revenir sur la première photo pour zoomer. Voilà, c'est mieux là comme ça. Au moins on voit, on voit un petit peu plus. Tout le monde, c'est mieux comme ça? Parfait. Donc, je refais les présentations avec Thomas et Elodie de Il était un jeu. Donc, il y a également donc, White Meeple, Game Trotter, R comme Rémi, Plateau de jeu, Franck, Tony, Ludicieux, Elisa, le manteau ludique d'Elisa, Alexia de Les Jeux en folie de Bordeaux, Julien de Julien et Phoenix, Nancy de Ninja Dice, Anthony des Jeux des Livres, Loli de LOL et les Meeple, et Olivier de Les Jeux d'Oz. Et tout flou, c'est moi. Je sais pas pourquoi je suis tout flou. Je pense que la photo a dû être prise parce que j'ai mis le retardateur. Donc la photo a dû être prise juste, hop, je venais de me caler. Puisque c'est une photo vue de dessus. Voilà pour les petites présentations. Alors, oui, c'est vrai qu'on voit mieux quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder sur... à la fin de la vidéo, je vous montrerai... justement une vidéo de cette sacrée découverte qui est Antise. On garde ça pour la fin, j'espère que ça va fonctionner. Hop là. Voilà, donc le premier jeu c'est Flip 7.
Alors le premier, c'est pas forcément le premier dans l'ordre, mais on va faire un espèce de petit classement comme ça, rapide. Flip 7, donc qui sortirait pour le mois de février, la date n'est pas encore sûre à 100%, il se joue à partir de 3 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu dans lequel c'est un espèce de stop ou encore il va y avoir un gros paquet de cartes et un maître du jeu entre guillemets qui va prendre ce paquet de cartes, qui va les distribuer à chaque joueur. La première carte, on va la distribuer à tous. Et ensuite, à chacun son tour, les joueurs vont décider s'ils acceptent une carte ou pas. S'ils acceptent une carte, eh bien, tout simplement, le joueur actif qui a le paquet de cartes distribue une carte au hasard, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est tout simplement, généralement, des valeurs de 0 à 12. Et il y a quelques cartes qui ont des effets un petit peu particuliers, des actions, etc. Mais le principe, c'est en fait tout simplement du stop ou encore. On va essayer de faire des collections de cartes. Il ne faut évidemment pas qu'on ait 2 fois la même carte. Si par exemple à notre tour de jeu j'ai déjà un 4 devant moi et qu'on me redonne un 4, eh bien je n'ai pas le droit. Du coup je suis éliminé pour la manche en cours. Je devrais attendre la manche suivante pour pouvoir refaire une collection. La particularité, c'est que les cartes sont présentes suivant leur valeur égale à leur nombre. C'est-à-dire que le 12 va être représenté 12 fois, donc il y aura 12 cartes 12, le 11, 11 fois, le 10, 10 fois, etc., etc. Mais c'est également la valeur de nos points. C'est-à-dire que si j'ai un 10 et un 11, eh bien j'aurai 21 points. Mais il y a plus de chances d'exploser, entre guillemets, puisque elles vont être représentées beaucoup plus de fois. La carte 1, par exemple, elle n'y est qu'une fois. Donc il y a peu de chances que j'explose, même il y a 0 chance que j'explose, puisque la carte 1, elle y est qu'une seule fois. Mais elle me rapporte que 1 point. C'est pas beaucoup. Heureusement, il y a des cartes actions qui vont me permettre d'avoir des secondes chances. Il va également avoir des cartes qui vont créer plus d'interactions, c'est-à-dire que des cartes freeze, je vais la distribuer, ça va tout simplement empêcher un autre joueur de continuer à jouer. Ou alors des cartes 3, c'est-à-dire que je vais devoir choisir à qui je la donne, ou je peux la garder pour moi, et je vais devoir donc, ou l'adversaire va devoir piocher 3 cartes et devoir les garder. Donc sur ces 3 cartes, si forcément il y en a une qu'il a déjà, eh bien il est éliminé, etc. etc. Donc dès que tous les joueurs ont passé ou explosé, eh bien on va compter les points de ceux qui se sont arrêtés à temps ou qui sont restés jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils aient décidé de passer. Ou alors également, si jamais un joueur arrive à collecter devant soi 7 cartes, comme le nom du jeu, Flip 7, s'il arrive à collecter 7 cartes, la manche s'arrête immédiatement et on compte les points, même si les joueurs n'ont pas terminé leur tour. Voilà, donc c'est un jeu de stop ou encore, tout ce qu'il y a de plus simple et accessible et qui marche plutôt pas mal, donc je l'ai mis dans la wishlist. Il est peut-être temps de le noter. J'ai passé un bon moment, je vais lui laisser un 6. Voilà, c'est pas le jeu... Alors là, sur le meilleur jeu de cartes de tous les temps, c'est le titre du jeu, le sous-titre du jeu. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est un jeu qui se joue plutôt très bien, c'est fun, il y a de l'interaction, ça rigole, c'est du stop ou encore, ça râle, c'est plutôt sympa à jouer. Donc ça sortira chez Catch Up Game et c'est un jeu de Eric Olsen et nous n'avons pas les illustrations. Le jeu suivant, c'est un jeu qui pourrait être un petit peu dans la même c'est un jeu carrément dans la même veine puisque c'est Gang of Kyoto chez Matago. C'est dans le même univers que Kyoto no Neko, sauf que c'est pas du tout la même mécanique. Hein. Là, donc, on est un petit peu dans le même esprit que Flip 7, c'est-à-dire que y a un joueur qui va piocher un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Si on joue à 5, le joueur pioche 5 cartes et il va retourner la première et va décider à qui il la donne. Il peut la donner à soi-même ou à un adversaire. Sur ces cartes, il y a plusieurs indications. Est-ce qu'on voit on va le voir ici, par exemple. Sur cette carte-là, ça m'indique que je vais passer 3 heures, puisque nous sommes les chats qui se baladons dans la ville de Kyoto. Ça va passer 3 heures, tout simplement. Là, celle-ci on va passer 2 heures. Là, celle-ci, on va passer 1 heure à se balader, donc, dans les rues, et on va collecter 2 grelots. Et les grelots, ce sont tout simplement les points de victoire. Les heures là qui sont marquées sur les cartes en haut, eh bien, en les accumulant à tour de rôle, enfin à chaque fois qu'on va avoir une carte, il ne va pas falloir atteindre ou dépasser 13. Donc si un joueur dépasse 13 heures de temps à se balader, eh bien il se perd et du coup il est éliminé de la manche.
Les grelots, c'est tout simplement les points de victoire. À la fin, dès que un joueur a 13 grelots, il remporte immédiatement la partie. Alors il y a des cartes également avec des petits effets, des cartes avec des points de victoire directs. Il y a des cartes qui vont permettre de défausser les cartes, une carte qu'on a gardée précédemment, et là il y a une carte qui va nous permettre de refuser une carte qu'on va nous donner, et il y a également cette carte qui va nous permettre de rester jusqu'à 18 heures plutôt que de 13. Voilà. Donc c'est un jeu, c'est pas vraiment du stop ou encore parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Des cartes qu'on va recevoir, c'est le joueur actif qui, à tour de rôle, va donner les cartes à qui il veut. Donc c'est pas du stop ou encore, mais il y a un petit peu ce même esprit que Flip 7, c'est-à-dire qu'on va recevoir des cartes qu'on va mettre devant soi en essayant de ne pas dépasser la valeur 13 en niveau du temps. Donc Gang of Kyoto, c'est un jeu de Rudinger Dorn et illustré par Jérémy Fleury chez Matago. Un petit jeu qui se joue à partir de 8 ans, donc très simple et accessible et familial, donc pour des parties d'environ 15 minutes, c'est assez rapide. Je vous propose de rester chez Matago avec Café de Fleurs. J'ai fait découvrir donc Café de Fleurs à mes camarades de jeu. Café de Fleurs, c'est l'arc de la marqueterie, c'est-à-dire qu'en fait on va refaire le sol. C'est un jeu de Michael Kisling et illustré par Lucas Siegmund. On va refaire donc le sol du Café de Fleurs à Paris. C'est un jeu un petit peu de gestion de ressources. Les ressources sont des cartes qu'on va pouvoir récolter tout au long de la partie, mais suivant le nombre de cartes qu'on va défausser. C'est-à-dire que si je défausse une carte pour construire un ornement, vous voyez, je défausse une carte violette pour construire un ornement violet, je vais la poser, cet ornement en bois, sur mon plateau pour commencer à construire un ornement de parquet. Je vais pouvoir également dépenser 2 cartes pour construire l'intérieur et 3 cartes pour remplir encore l'intérieur, jusqu'à 4 cartes pour poser une table comme on voit ici. Il y a également donc des objectifs, suivant si je réalise cet objectif, je remporte une tuile outil. Et c'est tout simplement voilà cette construction, cette gestion de ressources, mais qui sont des cartes qu'on va pouvoir dépenser pour construire notre parquet avec les différents éléments du jeu. Ce sont tous des éléments en bois qui sont très qualitatifs, très agréables à manipuler et à jouer. Donc il va falloir gérer sa main de cartes en fonction des couleurs, puisque les cartes de couleurs vont devoir être dépensées en fonction de l'endroit où on veut positionner notre ornement. Donc c'est très malin, c'est assez simple, c'est pas très compliqué, mais il va falloir bien réfléchir justement pour gérer ces cartes de couleurs suivant ce qu'on va dépenser et ce qu'on va pouvoir repiocher. Il se joue jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Je lui ai mis une note de 7. Il est sorti fin novembre aux alentours de 45 € et je l'ai dit chez Matago. Voilà, ça c'est donc Café de Fleurs. Pour le prochain jeu, je vous propose un jeu de dessin et un jeu d'ambiance, puisque c'est Pick Together. Celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Il est sorti fin novembre également. C'est un jeu de dessin, mais en coop. C'est-à-dire que le matériel est assez rigolo. On va avoir chaque joueur va avoir un petit ardoise comme ça, effaçable avec un stylo. Il va y avoir un thème, 2 cartes qui vont être tirées, donc qui vont définir un objet plus un lieu ou une situation en fait. Donc là par exemple, on pourrait voir un patin à roulettes au bowling. Donc chaque joueur va devoir dessiner sur son ardoise, pas un patin à roulettes au bowling, mais une partie du dessin. C'est-à-dire que là, vous voyez, là ça représente l'ensemble du dessin qu'il faudra réaliser. Donc ce jour-là, il a le panneau numéro 1, il va devoir dessiner ici. C'est-à-dire qu'il va devoir imaginer que tout le monde va représenter un patin à roulettes au bowling, et donc cette partie-là devra le représenter sur son ardoise, et chaque joueur va avoir une partie d'ardoise de 1 à 6. Suivant le nombre de joueurs, je pense qu'il y a des joueurs qui vont avoir plusieurs ardoises, mais en tout cas voilà, nous on a joué du coup à 7, donc chaque joueur avait sa propre ardoise. Le 7e devait deviner ce qu'on a essayé de représenter. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a fait son dessin sur son ardoise, à la façon d'un puzzle, vous voyez, on va assembler pour
reconstituer le dessin final pour que le joueur qui doit deviner essaye de deviner ce qu'on a essayé de représenter. En sachant que vous avez vu, un patin à roulettes au bowling, c'est du n'importe quoi. Donc chacun va essayer de représenter un patin à roulettes au bowling, mais vu d'un certain endroit, pas de la scène générale, mais à un certain endroit. Donc c'est assez rigolo en fait, parce que chacun va s'imaginer sa propre vision d'un patin à roulettes au bowling pour essayer de le montrer, que ce soit le plus clair possible. Donc c'était plutôt drôle. Je sais pas du coup si j'avais pas la photo de Pick Together. Ah ouais, mais on la voit pas. Voyons, je vais vous montrer la photo donc de Pick Together en zoomant peut-être un petit peu. Je vais vous montrer. Donc là, c'était voilà, je vous dis pas plus, donc, mais là on voit pas beaucoup, hein, donc on voit qu'il y a un joueur qui a dessiné ça, un autre joueur qui a essayé de dessiner l'autre côté, là c'était au centre, voilà. Donc tout simplement là il fallait qu'on dessine une marguerite au ski. Donc là, il y a les flocons de neige, il y a la tête de la marguerite, là il y a une autre bout de marguerite avec le soleil, les montagnes, là il y a les montagnes encore une fois avec la moitié de la tête de marguerite, là, etc., etc. Donc voilà ce que ça peut donner sur la fin de la partie. C'est assez drôle, ça veut rien dire du tout, mais on est arrivé quand même à trouver on est arrivé à trouver plusieurs fois les dessins. Je remonte un petit peu dans vos commentaires parce que il y a pas mal de commentaires. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci à tous de me rejoindre en live. Salut Mika2354, bienvenue. Alors oui, Tony, effectivement, un vrai meilleur pour la fin cette fois-ci. C'est pas comme là, une fois où j'ai fait le meilleur pour la fin. Je voulais dire The Gang, et c'était pas du tout le meilleur parce que j'ai pas du tout aimé. Mais là, effectivement, c'était Antise. Une expérience incroyable. Donc Flip 7, ouais, c'est rigolo, ça marche bien. Un stop ou encore d'ambiance. Et salut Franck, bienvenue. Donc non, on n'est pas trop fatigué. Hier soir, on s'est couché relativement assez tôt. Et salut Loli, coucou. Alors, voilà, salut, coucou, bienvenue. Et salut Micacahuète, bienvenue. Tac, donc tout le monde se dit bonsoir, bonjour. Alors le fameux dessin de licorne, effectivement, je trouve que ma licorne était quand même plutôt bien faite. Je sais plus ce que c'est qu'on devait... Ah oui, c'est ça, à la station de lavage. Donc représenter une licorne à la station de lavage, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile. D'ailleurs, je crois que c'est le seul... Si, on a trouvé celui-là, hein, si. Ou le cactus, effectivement, le cactus au bowling, du coup on est tombé sur... le cactus était affreux, clairement. Mais c'était rigolo, voilà. C'est vraiment un jeu d'ambiance de dessin où on a bien rigolé. Alors, je tiens à dire que ta fille de 11 ans a trouvé la réponse de la licorne au Lavomatic. Eh bien, écoute, c'est qu'elle est douée et que nous aussi, on a été doués. Voilà. Tac. Oui, j'ai souvent tendance à dire tac. Hop. Le prochain jeu, je vais me remettre sur ma petite fiche. MyLudo. Aetheria, le numéro 2. Vous vous souvenez peut-être du premier Aetheria, c'était un jeu à la façon un petit peu d'un jeu du golf, donc skijo, où on devait retourner des cartes et essayer de les placer au meilleur endroit sur notre tableau de cartes pour essayer de marquer le plus de points possible. Aetheria 2, ça n'a rien à voir. Nous restons un petit peu dans le même univers, c'est-à-dire avec les mêmes personnages, donc l'homme, le gobelin, l'elfe, etc. Et là, il va falloir... c'est un jeu de pose de tuiles et d'optimisation, ils disent, et de scoring. Alors bon, je vous dis clairement, j'ai pas trop
j'ai pas trop accroché. Pourtant, c'était bien parti parce que pose de tuiles, généralement, j'aime bien. À mon tour de jeu, tout simplement, je pose une tuile sur le plateau commun. Je vais y positionner un cube à ma couleur pour marquer le plus de points possible suivant une zone de terrain. Hein. Donc, il y a 4 terrains. Il y a les plaines, les forêts, les montagnes et les marécages. Chaque terrain correspond à un type de personnage. On va pouvoir y poser un personnage dessus également pour marquer encore plus de points. Et puis il y a ces espèces de petits plateaux supplémentaires, c'est-à-dire que là par exemple le joueur a posé une tuile, il a mis un jeton à sa couleur, donc le rouge, et il va marquer donc 4 points, puisqu'il y a 4 points de champ, il y a 4 terrains de champ qui sont adjacents. Donc sur ce terrain-là, qui va être, on va dire, le terrain de champ, eh bien, il va marquer 4 points. Il va avancer son jeton à sa couleur de 4 points. Ce qui va lui permettre de récupérer d'autres jetons et de marquer des points supplémentaires. Alors, ce qui m'a gêné, c'est-à-dire que c'est un petit peu... le tour de jeu se déroule pas dans le sens horaire. Ça se déroule dans celui qui a le moins de points, c'est celui qui va jouer. Un petit peu comme ça se fait dans Tokaido. Vous voyez, c'est celui qui est le plus en arrière qui va jouer. Sauf que dans Tokaido, c'est pas celui qui a le moins de points, c'est celui juste qui est derrière. Ça veut pas forcément dire qu'il a le moins de points. Là, c'est vraiment celui qui a le moins de points qui va jouer, qui va jouer en fait. C'est le tour de jeu. Et si tu as marqué d'un seul coup pas mal de points, tu vas devoir attendre pas mal de temps avant de pouvoir rejouer. Et c'est ce qui m'a vraiment gêné. Voilà, j'ai pas subi ma partie, mais bon, j'ai attendu pas mal de temps avant que ce soit souvent à moi de jouer. Et quand tu joues, des fois, tu fais un truc qui est... tout le monde sait... tu passes après ce qui reste, donc des fois, c'est pas génial, quoi. J'ai pas spécialement trop accroché. Je vais pas le mettre dans la wishlist, lui mettre une note, je sais pas, j'ai fait qu'une partie. Je vais lui mettre un 5. Donc c'est prévu... Ah mais c'est déjà sorti. C'est sorti au 15 novembre. Tu vois, je suis passé à côté de l'info. Et effectivement, il est disponible en tout cas sur Maludo. Je suis passé à côté au niveau de sa sortie et même au niveau de notre partie. Donc chez Nostromo Édition, c'est un jeu de François Bachelard et illustré par Julie Gruet. Voilà pour Aetheria 2, la genèse. Et coucou Nancy, bienvenue. Le jeu suivant, c'est un jeu auquel j'ai déjà joué, que je vous avais déjà parlé, c'est Mycelia. Donc j'ai proposé Mycelia et je pense que c'est un jeu qui a pas mal convaincu. Ce week-end se joue jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 à 90 minutes. Notre partie a duré un peu plus que ça, parce que vous savez, quand on joue, on est toujours un petit peu à droite à gauche, à discuter, etc. etc. Il est sorti mi-octobre aux alentours de 70 €. C'est un jeu qui est quand même relativement assez cher, mais c'est un jeu qui est très bien. Il est sorti chez Happy Meeple Game pour l'édition française et c'est un jeu de Gigi Neuville qui est l'auteur et également l'illustrateur. C'est un très beau jeu avec du superbe matériel, des cartes avec des magnifiques illustrations. Tout simplement, nous allons incarner chacun un champignon. Alors, je ne sais pas si on peut dire incarner. En tout cas, nous allons développer des champignons à notre propre couleur. Là, par exemple, vous voyez, il joue à 3 joueurs. Un joueur va être le bleu, le jaune et le rouge. À notre tour de jeu, on va devoir faire pousser des champignons sur le plateau central commun qui va évoluer puisque on va pouvoir explorer plus loin dans la forêt, donc on va tout simplement rajouter de ce type de tuiles triangulaires. Les couleurs, ça représente les types de terrains. Et sur un champignon, par exemple, vous voyez ce champignon-là, la manite tue-mouche, eh bien, il va lui falloir un terrain jaune et 3 terrains rouges. Ce sont tout simplement des spores qu'on va devoir faire apparaître sur le terrain. C'est-à-dire que c'est l'action de sporuler, ça fait partie des actions. C'est-à-dire qu'un joueur peut sporuler, il va lancer un dé, ça va définir le sens du vent sur lequel les spores, ce sont ces petits cubes qu'on va déployer sur le terrain. Donc s'il y a un cube ici et ici et ici, je vais avoir 2 spores rouges et un spore vert qui va me permettre par la suite de créer un nouveau champignon. Je vais prendre un champignon qui est sur mon plateau perso, je vais le positionner à l'endroit où j'aurai défaussé donc ces cubes spores à la couleur. Je vais mettre la carte ici et je vais pouvoir lui aussi par la suite le refaire sporuler.
Et au bout d'un moment, quand il aura sporulé 2 fois, eh bien on va le décomposer. Cette carte-là va passer sous le petit plateau et va me donner une action, soit une action immédiate, permanente ou un scoring de fin de partie. Donc c'est très malin, on va vraiment s'étendre sur tout le plateau, on va se gêner complètement, on va pouvoir voler des spores aux adversaires, puisqu'à partir du moment où j'ai mon champignon principal, c'est-à-dire le champignon mère qui est à un endroit, eh bien tous les spores qui sont dessus, peu importe leur couleur, même si c'est la couleur de mes adversaires, eh bien je les considère comme les miens, puisqu'il y a mon champignon mère dessus. Donc voilà, il y a se déplacer, explorer, c'est-à-dire dévoiler de nouvelles tuiles, sporuler pour mettre des petits cubes de spores. Je vais pouvoir également créer un champignon, c'est la reproduction, et également piocher de nouvelles cartes pour avoir plus de cartes en main, puisque les cartes qui sont en main ne sont pas forcément posées dessus. Il va falloir dépenser les spores pour les poser. Voilà, en gros, pour Mycelia, qui est un très très beau jeu, assez gros, mais à partir de 10 ans, ça reste quand même, on va dire, de l'initié, tout simplement. Voilà pour Mycelia, que j'aime beaucoup. Je le trouve plutôt pas mal. Le meilleur des pouvoirs, c'est pouvoir déplacer le champignon mère de quelqu'un, n'est-ce pas Flo? Ouais, c'est effectivement donc Loli qui, donc avec qui on a joué, avait une action d'un champignon qu'elle a réussi à faire décomposer. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un champignon qui se décompose, eh bien nous avons son pouvoir qui s'active. Et là, son pouvoir à ce champignon-là, eh bien tout simplement, c'était de déplacer un champignon mère adverse. Donc elle m'a déplacé à l'autre bout du plateau, j'étais tout seul, et ça m'a un petit peu pourri mon début de partie. Donc je pense que même Loli, c'est toi qui as gagné, ou je sais pas. De toute façon, si je joue avec Nancy et Loli, c'est forcément l'une des deux qui gagne. Hein. Voilà. Et en plus, forcément, tu te fais voler tous tes sports, mais ouais, c'était plutôt rigolo. Salut Max, bienvenue, coucou. Donc voilà pour Mycelia. À la fin, c'est Lolita qui gagne. Oui, bah, probablement. Voilà. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Prochain jeu, c'est River Valley Glassworks. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé. J'essaye de le montrer le plus possible parce que c'est un petit jeu que j'aime, ultra familial, avec un matériel superbe. De 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25-45 minutes. Je lui ai mis note de 8. Je l'aime beaucoup, ce petit jeu. C'est dommage que j'ai pas plus de photos d'ailleurs. Est-ce que j'ai montré des photos ici? River Valley, il est où? Je l'ai montré ou pas? Je ne le revois pas ici. Allez, on va passer sur la vue ici. River Valley, alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va collecter ces genres de petites pièces. Là, c'est des morceaux de verre poli qu'on va trouver dans la rivière. Tout simplement pour les vendre. On est des commerçants, hein, vous voyez, donc avec les illustrations d'Andrew Bosley. Nous sommes des commerçants qui allons récolter ces verres polis dans la rivière pour les agencer dans notre vitrine. C'est un jeu qui pourrait être limite un jeu abstrait, puisque tout simplement, à la fin de la partie, on va marquer des points en fonction de lignes, mais également de colonnes. Pour aller récupérer les verres polis dans la rivière, c'est pas aussi simple. Il va falloir qu'on dépense un verre poli d'une certaine forme. On ne le voit pas très bien, mais là, il y a des formes en fait. Là, on pourrait voir qu'il y a la forme de cœur, la forme ovale, la forme de losange, la forme de triangle longue. Par exemple, si je veux récupérer cette pierre verte et orange, il va falloir que je défausse un triangle ou un ovale, que je les mette dans la zone concernée et je prends la zone adjacente. Là, par exemple, si j'avais un ovale, j'aimerais bien récupérer ces 4. Voilà, après on va refiler la rivière avec les tuiles qui sont dans ce sachet et on va agencer nos pierres dans notre vitrine. Et là, on va essayer de faire des lignes et des colonnes. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un petit peu plus subtil que ça effectivement, mais j'aime beaucoup ce petit jeu de collection un petit peu abstrait, mais c'est un petit jeu que j'aime beaucoup, voilà. Donc le pitch est drôle de River Valley, je ne connaissais pas, ouais. Alors il n'est pas encore disponible en français, je sais pas, c'était un jeu que j'avais pledgé en financement participatif, que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, c'est hyper rapide et très joli. Et c'est c'est super sympa, Ninja Dice qui nous dit. Ouais, voilà. C'est vraiment... salut Dolmore, bienvenue, coucou. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Twitch du Meeple Vert.
Donc River Valley, c'est un jeu que je continuerai à proposer très longtemps, encore un long moment. Il est disponible sur BGA si vous voulez le tester. Ah, ben je ne savais pas. Ok, ben très bien. Je vous invite à aller le tester sur BGA parce qu'il est vraiment pas très compliqué à jouer. Donc sur BGA, ben, du coup, je vais aller jouer sur BGA, je pense, à ce jeu-là. Parce qu'il est très accessible, hein, effectivement. Merci pour l'info. Donc, vous voyez, moi je l'aime beaucoup. Je lui ai mis une note de 8. Hop, sur MyLudo. Hop, voilà, on repasse sur MyLudo. Pour continuer notre petit week-end de jeu, le jeu suivant c'est Happy Garden. Je lui ai mis une note de 7, c'est un petit jeu très accessible, pareil familial à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes jusqu'à 5 joueurs. C'est un jeu il n'a pas convaincu tout le monde et pourtant je l'aime beaucoup moi ce petit jeu de pose de tuiles chez Funforge. C'est un jeu de Didi qui est illustré par Marie Cardoua. C'est un jeu dans lequel tout simplement on va aller piocher des tuiles dans cette espèce de marché et les positionner dans notre espace de jeu pour essayer de rendre les fleurs happy, contentes. Donc une fleur est validée, c'est-à-dire qu'elle va être retournée, on va pouvoir compter ses points. À partir du moment où adjacent à elle, il va y avoir une tuile fleur de la même couleur et de la même forme. Donc là, vous voyez, il y a une tuile, une fleur violette, et là, il y a une fleur de cette forme-là, marguerite, on va dire. Et bien celle-là, qui est entre les deux, elle est validée parce qu'elle a la même forme que celle-ci et la même couleur que celle-ci. Donc il y a des moulins, il y a des nains de jardin qui vont rapporter quelques petites nuances en plus, mais c'est vraiment tout simple en fait. Il suffit simplement de positionner ces tuiles qu'on va piocher dans le marché au bon endroit pour pouvoir marquer des points. Voilà, donc il y a des petits tokens également, des petits tokens papillons ou vers de terre ou etc. qui vont permettre de jouer, de créer un petit peu d'interaction avec les joueurs. Mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Il est sorti donc à la mi-novembre, aux alentours de 23 € chez Funforge. Et malheureusement, c'est un jeu qui n'a pas convaincu tout le monde. Bah, c'est dommage. Et c'est pas grave parce que je continuerai à en parler et à le présenter parce que moi, c'est un petit jeu qui me plaît beaucoup. Tant au niveau de la mécanique, de l'accessibilité, de la facilité du jeu que aux illustrations que je trouve toutes mignonnes. C'est tout simple. Alors la boîte, c'est vrai qu'elle est très colorée, très punchy. Mais le jeu, en fait, il est plutôt sobre. Ça fait des illustrations un petit peu aquarelles. Moi, je trouve ça super mignon et très accessible. Je suis ravi d'avoir pu présenter Link City lors de ce week-end à des joueurs qui ne le connaissaient pas encore. Et je trouve ça hallucinant que tout le monde n'ait pas déjà joué à Link City, parce que pour moi, Link City, c'est un jeu, c'est un indispensable de cette année qui est sorti. Link City, je lui ai mis une note de 9, hein, vous voyez, sur MyLudo. C'est un de mes jeux favoris qui est sorti cette année, même ça reste un de mes jeux favoris de tous, parce que je le trouve, c'est une évidence ce jeu, et ce jeu jusqu'à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Link City, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif où nous allons créer notre propre ville avec des tuiles bâtiments. C'est également un jeu de pose de tuiles, mais dans lequel on va se concerter pour poser les bâtiments au bon endroit. À chaque tour, il va y avoir un maire qui va tourner à tous les joueurs vont au moins être une fois maire. Donc ce maire-là va piocher des bâtiments de ce type-là derrière son paravent, et son adjoint, celui qui est placé à sa gauche, lui va placer des espèces de plots comme ça, des plots de construction à divers endroits autour de la ville. Donc là, la ville c'est déjà construite. C'est pas une vraie partie là, parce que la mise en place on place la mairie, plus 4 tuiles adjacentes. Donc là, normalement, en début de partie, il devrait y avoir une tuile qui doit déjà être posée ici. Bref, le premier adjoint donc, va placer des plots à l'endroit où il souhaite construire quelque chose. Le maire, lui, de son côté, il va piocher des tuiles bâtiments, hein, comme ça, et il va devoir essayer de les placer. C'est-à-dire qu'il va se dire, eh bien là, j'ai pioché tel bâtiment, je le vois bien
à l'endroit du plot orange. Là, j'ai pioché tel bâtiment, je le vois bien à cet endroit. Là, je piochais ici, etc., etc. Une fois qu'il a défini où est-ce qu'il voulait construire ces bâtiments, il va cacher donc les tuiles, les espèces de tuiles. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne voit pas. C'est dommage, on ne le voit pas beaucoup. Des tuiles qui représentent les plots, comme ça, il va les cacher. Et il va enlever son paravent. Et là, tous les autres joueurs donc, découvrent les bâtiments. Par exemple, là, le parc, le cirque et la prison. Et ils doivent tous se concerter pour savoir, eh bien, le parc, je pense qu'il a mis au plot bleu. Le cirque, il a mis au plot orange. La prison, il a peut-être mis... enfin, c'est l'inverse, hein, le parc à orange, le jaune, c'est le cirque, etc., etc. Tout le monde va devoir se concerter, discuter, dire, mais non, moi je suis pas d'accord, oui, c'est plutôt évident que ce soit là, à cet endroit-là, etc., etc. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord, ou alors en tout cas, une fois que l'adjoint au maire, celui qui est à la gauche, tranche et dit... Moi, je décide que c'est ça. Eh bien, le maire va révéler au fur et à mesure si les gens, les joueurs ont trouvé la bonne solution. Donc, il va falloir raconter un petit peu l'histoire de la ville et essayer de se mettre à la place du maire. Pourquoi il aurait construit ce bâtiment à tel endroit? Et le maire va devoir également se dire qu'est-ce qu'ils vont essayer de comment ils vont réfléchir pour que ils trouvent où est-ce que j'ai mis ce bâtiment. Ce jeu-là, je l'adore, franchement, je suis très content d'avoir pu le faire découvrir. On a fait 2 parties d'affilée. C'est un jeu auquel il faut absolument que vous jouiez parce que il est très très bon dans la catégorie de jeu coop et de communication restreinte. C'est pas vraiment de la communication restreinte, mais il va y avoir un petit peu cette interprétation, pas par l'image, pas par les mots, mais par, je sais pas comment dire, association d'idées peut-être, voilà. Link City, c'est très très bon. C'est un jeu donc chez Banjo, un jeu de Emilien Alquier et illustré par Mathieu Klaus. Franchement, si vous avez un cadeau à faire à des familles ou des joueurs qui aiment bien les jeux coop, ou pas spécialement, mais en tout cas qui aiment bien discuter quand ils jouent, eh bien Link City, je pense que ça doit être ma plus grosse recommandation de jeux de société de cette année, avec Fairy Ring par exemple, que je trouve excellent. Je ne peux que vous le conseiller, puisque c'est un de mes jeux favoris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou en tout cas de votre côté. Alors, je remonte un petit peu, je vois le premier message, les règles sont écrites avec les pieds de Julien Phoenix. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ben Loli, écoute, je pense que du coup tu es déjà parti, mais à bientôt. Ok, alors ça a fait un flop, je remonte parce que du coup je suis complètement perdu, je sais pas de quel jeu vous parlez, mais c'est pas grave. De quoi? Happy Garden. Les cris sont... Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. Il faut pas exagérer. C'est peut-être plus un jeu à 2. Alors c'est vrai qu'Happy Garden, ça marche plutôt bien à 2. Mais bref, moi je le trouve très bon. Voilà. Alors, pas simple. Et oui, on peut pas jouer à tout en tout cas. C'est vrai que dans ce genre de week-end, il y a des dizaines et des dizaines de jeux. On n'a même pas joué à un quart des jeux qui ont été amenés. Donc voilà, effectivement, on peut pas jouer et faire la vaisselle, hein, comme nous dit Plateau de jeu. Et préparer l'apéro également aussi. Allez, hop là. Link City, très cool, surtout si les joueurs sont assez ouverts et second degré. Alors, Link City, effectivement, il y a des tuiles de bâtiments qui sont très variées. C'est vraiment adapté aussi bien pour les plus jeunes, avec des bâtiments rigolos, comme la maison du super-héros, ou le manoir hanté, ou un truc avec des extraterrestres, voilà. Donc c'est très rigolo pour les plus jeunes. Il y a des tuiles également qui sont beaucoup plus sérieuses. On peut très bien avoir aussi le bâtiment, par exemple les alcooliques anonymes, ou les bâtiments comme le siège de parti de l'extrême droite. Voilà. Et donc il y a des associations qui peuvent être très très drôles à faire. Vous imaginez évidemment de mettre le parti de l'extrême droite à côté de la mosquée. Ça peut être très drôle. Et évidemment, quand ces deux bâtiments tombent, les joueurs vont forcément les mettre côte à côte. C'est évident. Même si
En vrai, tu le mettrais pas, mais là, évidemment, tu le fais. Donc voilà, c'est vraiment adapté pour les plus jeunes. Si jamais un enfant joue et qu'il y a une tuile, il sait pas ce que c'est comme bâtiment, tout simplement, hop, il la retourne et de l'autre côté, il y a un autre bâtiment qui est généralement plus adapté pour les plus jeunes. Il y a un côté plus sérieux et un côté plus, on va dire, plus jeune. Voilà, mais ça reste toujours très fun de pouvoir mélanger un petit peu les deux parties de jeu. Le jeu suivant, c'est Doomlings. C'est un jeu qui n'existe pas en français. C'est un jeu tout simplement de cartes, d'affrontement. Pas forcément à 2 joueurs, puisqu'il se joue jusqu'à 6 joueurs. Tout simplement, à mon tour de jeu, je vais avoir des cartes en main. Et bien, je vais jouer une carte. Pas plus compliqué que ça. Si elle a un effet, je l'applique. Sinon, ça va être autant de points de victoire. Il va se jouer en 3 manches. À chaque fin de tour, on va dévoiler une carte qui va révéler en fait un événement. On va devoir résoudre l'événement. Dans plusieurs paquets de cartes, pour l'événement 1, dès qu'il y a une carte spéciale qui apparaît, c'est une première étape de la fin du monde, eh bien on va devoir réaliser l'événement, se défausser de certaines cartes, enfin voilà, on va résoudre l'événement de la fin du monde. On va faire ça 3 fois. À la fin de la partie, on va tout simplement compter les points de victoire qui sont sur nos cartes, faire le dernier événement. Alors je voulais vous montrer donc sur le site du jeu Doomlings, voilà, le jeu de base il est à 31 €, 32 € disponible. Je sais pas s'il y a des frais de port, j'ai pas regardé, mais je voulais vous montrer un petit peu les cartes, mais en fait on voit pas grand chose. Mais finalement c'est un jeu qui est assez simple, tout con. On va jouer avec des cartes de différentes familles, hein, tout simplement c'est très visuel avec des couleurs, et chaque carte va avoir un scoring particulier qui va interagir soit avec les cartes de l'adversaire, soit avec les cartes que nous avons dans notre espace de jeu de la même couleur, ou alors si on a des familles différentes, ou alors en fonction du nom de la carte, si on l'a représenté plusieurs fois. Enfin voilà, c'est un jeu tout simplement d'affrontement, on va poser des cartes, on va faire son effet, on va compter les points. C'est un petit peu aléatoire et un peu chaotique parce qu'il y a des cartes qu'on va devoir défausser, les adversaires vont devoir nous embêter en nous faisant défausser des cartes qu'on aura déjà posées. Voilà, c'est tout con, c'est pas mal. Alors je sais pas s'il est pas du tout dispo en français. J'ai pas regardé Philibert peut-être. Il n'y est pas, Loudoun. Il n'y est pas non plus, voilà. Bon, en tout cas, si ce jeu vous intéresse, un jeu de cartes d'affrontement plutôt rigolo, hein, c'est rigolo. Les illustrations sont, bon, elles sont ce qu'elles sont. C'est un petit peu, je crois que c'est les mêmes studios que, comment ça s'appelle, le truc avec les chats. Anto et moi, je sais plus. Le truc, les Exploding Kitten, voilà. C'est un petit, je pense que c'est le même studio avec les mêmes illustrations. C'est très simple, ça va droit au but. Il y a une couleur de carte, le nom de la carte et un petit texte qui va nous donner des indications d'action ou de scoring et les points à la fin de la partie. Voilà pour Doomlings. J'ai joué à Bomb Buster. Et ouais, c'est un jeu qui ne me tentait pas du tout. Et donc là, le jeu était disponible, était présent sur ce week-end-là. Donc, eh bien moi j'aime bien tester, j'aime bien jouer un petit peu à tout, même si à la base le jeu ne m'intéresse pas énormément. C'est des parties qui sont relativement assez rapides, puisque nous avons fait les premières parties, les parties d'initiation, donc on a fait à partir des parties d'environ 30 minutes. On en a même fait 2. C'est pour vous dire. Bomb Buster, je pense que vous, probablement, vous le connaissez déjà. C'est un jeu de déduction dans lequel on va devoir désamorcer une bombe. Comment on fait pour désamorcer une bombe ? Eh bien, tout simplement, on va devoir couper les fils en commun que nous allons avoir entre tous les joueurs, sauf de ne pas couper le fil rouge. Et salut Gaëlou, c'est Gaëlou de la ZDJ, bienvenue. Merci d'avoir écrit un petit message pour la première fois. Coucou tout le monde. C'est gentil de passer. Je pense que vous allez faire votre live. Vous faites un live tout à l'heure ou pas ? Je sais pas, dis-moi. À qui tu dis bon rétablissement des jeux des livres ? Hein ? À Nico. À Nico ? Il s'est fait enlever les dents de sagesse. Ah bon ? Je savais pas.
On me dit rien à moi. Comment tu le sais? Eh ben écoute, bon courage à Nico. Donc oui, forcément, je pense qu'il n'y a pas de live ce soir. Et oui, forcément. Alors, Bomb Buster. Eh bien, comme je disais, j'étais pas spécialement hypé par ce jeu, alors que ce jeu est attendu par tout le monde. Tout le monde veut jouer à Bomb Buster. Beaucoup aiment ce jeu. J'ai très peu entendu de mauvaises critiques de ce jeu-là. Eh bien, finalement, voilà, ça y est, j'y ai joué. Et je me suis bien amusé, en fait. Alors, ça dépend avec qui tu joues, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être très du genre allez dépêche-toi, c'est évident que là il a tel numéro, alors que moi j'essaye de réfléchir. C'est un jeu de déduction, donc en fonction de les informations qu'on va dévoiler au fur et à mesure de la partie, on va devoir déduire. Je vais vous montrer peut-être un petit peu le matériel du jeu. On va devoir déduire ce que les autres joueurs ont sur leur chevalet. Vous voyez, on a des espèces de chevalets comme ça, avec des petites réglettes qui peuvent être donc numérotées de 1 à 12. Dans tous ces numéros, il y a de défini, on le voit au départ, là, par exemple, là, le 7,5, c'est le fil rouge, c'est le fil qu'il ne faut surtout pas couper. Et donc là, c'est ce joueur qui a le fil rouge. À mon tour de jeu, je vais tout simplement désigner un fil de mon chevalet, par exemple le 3, et je vais essayer de deviner qui a un autre 3 dans son jeu. Donc je vais dire par exemple, toi, ce jour-là, est-ce que celui-ci, le premier, la première tuile que tu as, est-ce que c'est un 3? Si c'est un 3, ben, il le révèle, moi je révèle le mien. Si c'est pas un 3, eh bien on va perdre un point de vie ici. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça, puisque on va devoir donner des informations en début de partie. Par exemple, là, on voit que ce joueur, là, on voit pas, mais là, c'est un 7, par exemple. Donc, le joueur indique que cette tuile-là, c'est un 7. Et on va devoir déduire au fur et à mesure de la partie, eh bien, et également en fonction des tuiles de numéros qu'on a devant nous, qu'est-ce que les autres joueurs ont comme fil, enfin comme numéro de fil, voilà. C'est pas si facile. Moi, je me contenterai simplement pour mes parties de faire les parties d'initiation et de découverte. Il y a beaucoup plus que ça dans le jeu, puisqu'il y a 66, on le voit, 66 missions, en plus des, on va dire, des missions de départ qui sont les modes de tuto qui pour nous apprendre à jouer. Il y a des boîtes surprises, alors évidemment, moi, on n'a pas été jusque là, on a juste fait donc les quelques missions pour apprendre à jouer. C'est pas du tout mon type de jeu. J'ai passé un bon moment, c'était plutôt rigolo, je me suis bien amusé. Si je dois y rejouer, j'y rejouerai avec plaisir. Mais pareil, sur vraiment les parties de découverte, les premiers jeux, puisque au-delà, je sens que c'est pas du tout pour moi. Mon cerveau ne va pas y arriver. Mais bon, c'était plutôt sympa de pouvoir découvrir ce jeu-là. Je suis bien content d'y avoir joué. Au moins, je pourrais dire que j'ai joué à Bomb Buster. Bomb Buster, c'est chez Cocktail Games. C'est un jeu de Hisashi Hayashi, illustré par Dominique Ferland, et c'est donc distribué par Asmodee. Il se joue jusqu'à 5 joueurs à partir de 12 ans, donc je disais jusqu'à 60 minutes pour la partie. Alors je ne vais pas le mettre dans ma wishlist, et le noter, je vais mettre un 5,5. Voilà. C'est pas une mauvaise note, parce que c'est tout simplement pas vraiment mon style de jeu. Pour Bomb Buster. Et on va rester un petit peu dans la même thématique, on va rester, c'est-à-dire dans les bombes à désamorcer, puisque j'ai joué à Time Bomb, ce qui est pas récent. Il y a une nouvelle version de Time Bomb qui est sortie il y a pas longtemps chez Yellow, mais là nous avons joué à Time Bomb, la première version, la version classique, où dans lequel chaque joueur va avoir un rôle caché, soit, on va dire en gros, soit Moriarty, qui va devoir faire exploser la bombe, soit Sherlock. Donc soit dans le clan de Moriarty, les rouges qui vont devoir faire péter la bombe, soit dans le clan de Sherlock qui vont devoir désamorcer la bombe. Je suis pas sûr que je pourrais vous le pitcher parce que tellement c'est un jeu qui, pour moi, me dépasse complètement. J'y arrive pas, je comprends pas trop. Enfin si, je comprends évidemment, mais bon, c'est pas du tout mon style de jeu.
On va recevoir des cartes, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'illustrations. On va recevoir voilà, des cartes comme ça, face cachée, avec tout simplement un fil. Au recto de cette carte, il y a soit un fil comme ça où il ne se passe rien, soit il y a des fils comme ça où c'est un bon fil, c'est-à-dire c'est les fils qu'il faut couper si on est dans les bleus. Et il y a également une bombe parmi toutes les cartes, une seule bombe, et il va falloir essayer de la trouver si on est les rouges, dans l'équipe de Moriarty, pour essayer de faire péter justement cette bombe. Voilà. Et merci pour le suivi plateau de jeu. Merci, merci. N'hésite pas à activer la petite cloche pour être prévenu des prochains lives. Et à bientôt Nancy, merci d'être passé, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Et bien à bientôt aussi Gaëlou. Ciao, ciao. Voilà, donc Time Bomb, voilà, il va falloir essayer de... Vraiment, c'est un jeu à rôle caché, mais un jeu aussi de bluff et de tchatch. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment aller chercher les gens pour dire... Viens couper, viens dévoiler une carte chez moi, tout simplement. Donc, viens couper un fil chez moi. J'ai des câbles qui vont permettre de désamorcer la bombe. Viens couper un câble chez moi. Et ça, c'est un genre de truc que moi, je sais pas faire. Puisque la personne peut tout à fait dire la vérité, c'est-à-dire, oui, j'ai des bons câbles à couper parce que je suis un bleu, un gentil, et il faut désamorcer la bombe. Ou alors, il peut dire, ben, viens chez moi, j'ai des bons câbles, il a peut-être pas du tout de bons câbles, il a peut-être même la bombe. Donc, voilà, j'y arrive pas, moi, tout simplement. Je sais pas bluffer, je sais pas mentir, et j'arrive pas à trouver le sens de dire la vérité, de pas dire la vérité. Voilà, en tout cas, ça ne m'amuse pas spécialement, quoi. Time Bomb remplace tout simplement le loup-garou, résistance où des joueurs sont passifs. Ouais, alors là, effectivement, voilà, il va pas falloir rester sans rien faire, il va falloir un petit peu bluffer. Même si cela peut arriver dans ce jeu. On peut tout simplement rester dans son coin, rien dire, attendre que les joueurs viennent couper un fil chez nous pour que ce soit notre tour. Mais voilà, moi ça passe pas. Non, j'y arrive pas. Je trouve pas ça rigolo. Ça. Parce que tout simplement c'est pas mon style de jeu et je n'arrive pas à ça. Je n'arrive pas à jouer à ça. Je sais pas bluffer. Voilà. Alors ça m'embête de lui mettre une note parce que du coup je vais lui mettre une mauvaise note parce que forcément c'est pas un jeu que j'aime. Alors être subjectif sur ce jeu-là, 4 ça serait quand même un peu trop. Mais bon voilà, moi si je vais lui donner une note c'est un 3 parce que voilà je m'amuse pas en fait. Même si je comprends l'intérêt du jeu, c'est pas un jeu qui m'amuse. Donc effectivement, si vous aimez les jeux à rôle caché, les jeux de bluff, les jeux à la loup-garou, les jeux d'ambiance comme ça, voilà, vous pouvez aller, vous avez certainement de toute façon déjà joué à Time Bomb. Je ne vais pas vous apprendre grand chose. Le jeu suivant, c'est toujours un rôle caché, et là. Eh bien, Shadowhunters, je ne le connaissais pas, je n'y avais jamais joué, et bien là, je me suis bien amusé. Puisque dans Shadowhunters, c'est pareil, on incarne un personnage à rôle caché, on regarde notre carte, ça nous désigne notre rôle, et on va devoir, en lançant des dés, tout simplement, se positionner sur un lieu. Quand on va se mettre sur un lieu, on va pouvoir piocher une carte. Cette carte-là, il y a 3 types de cartes différentes. Il y a les noires, les blanches et les vertes. Les noires, c'est des équipements pour attaquer, généralement. Les blanches, c'est de l'équipement pour se protéger. Et les vertes, ce sont des cartes vision. Ça va nous permettre de la donner à un autre joueur pour voir comment il va réagir avec cette carte. Puisque sur cette carte, il y a des informations, il y a une action qu'il doit faire. Donc, en gros, si, par exemple, le joueur est dans telle ou telle équipe, il doit faire ça. S'il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette équipe-là. Donc ça nous donne une information. Mais il n'y a que le joueur qui pioche la carte et le joueur à qui il remet la carte qui connaissent cette information. Donc Shadowhunters, on est soit les Shadows, donc les personnages un petit peu maléfiques, et les Hunters, donc ceux qui les chassent.
Donc, on va dire les gentils et les méchants, hein, pour faire gros. Puis il y a des personnages également neutres qui n'ont pas spécialement de but. Le but des Shadows, c'est d'éliminer les Hunters. Les Hunters, c'est d'éliminer les Shadows. Le but des neutres, eh bien ça va dépendre des neutres, en fait, des personnages. Chacun va avoir un rôle, un objectif en tout cas particulier. C'est-à-dire peut-être éliminer tant de personnages ou rester en vie jusqu'à ce que tout le monde soit éliminé, etc., etc. Donc là, sur ce plateau, vous voyez, c'est tout simplement les points de vie sur lesquels on va mettre notre dé à notre couleur. Et là, ça va être les lieux sur lesquels on va devoir se positionner. Eh bien, j'ai bien aimé ce jeu, même si c'est un jeu à rôle caché. Et ce qui me fait dire qu'au final, on peut pas vraiment dire que, par exemple, j'ai souvent tendance à dire que je n'aime pas les jeux à rôle caché. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, puisque Shadowhunters, c'est clairement un jeu à rôle caché, et j'ai pris du plaisir, je me suis bien amusé à ce jeu. Donc, je ne peux pas dire que je n'aime pas les jeux à rôle caché, même si généralement c'est un petit peu plus compliqué pour moi. En tout cas, pour Shadowhunters, ça a plutôt bien marché. Il n'y a pas d'acting, en fait. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu dans les jeux à rôle caché, c'est qu'il faut jouer un personnage. Il faut bluffer. Il faut jouer la comédie. Et ça, c'est toujours un petit peu gênant, parce que je suis pas un comédien. Et voilà. Là, dans Shadowhunters, vous n'avez pas à jouer la comédie. Vous avez tout simplement votre carte. Vous lancez un dé, vous allez sur un lieu, vous piochez une carte, vous faites l'action de la carte, soit vous la mettez devant vous pour un équipement, pour vous protéger ou pour aller attaquer un adversaire, ou alors vous donnez une carte vision pour essayer de deviner qui est qui parmi vos adversaires, pour pouvoir par la suite peut-être, si vous définissez qu'il est dans votre camp, le protéger, ou si c'est un adversaire, essayer de le combattre. Bienvenue Icoc, merci pour le follow, c'est gentil. Donc voilà, je pense que il faut pas qu'on dise que on n'aime pas les jeux à rôle caché, puisque celui-ci je l'aime bien. Voilà. En tout cas, évitez de dire que on n'aime pas tel ou tel type de jeu, puisqu'il y a souvent les types de jeux, ce n'est pas forcément le même ressenti. Alors, Time Bomb remplace, tu disais Dolmore, Time Bomb remplace tout simplement le loup-garou. Effectivement, on reste un petit peu dans la même veine. Alors dans la version Undercover, donc de Time Bomb, on a plus d'infos sur ses voisins. Du coup, cela rend plus tendu et interactif les parties. Ok, parce que Time Bomb Undercover, effectivement, c'est la nouvelle version de chez Yellow. Résistance Avalon sont à brûler en passant après avoir joué à Time Bomb. Oh, ouais, t'es carrément à brûler, quoi. Il me semble que j'avais joué à Avalon ou Résistance, ça me dit quelque chose, avec les illustrations de Weberson Chantago pour Avalon. C'est tout à fait le genre de jeu qui ça me convainc pas, parce qu'il faut jouer un petit peu un rôle. Donc Anto, tu confirmes des jeux des livres, effectivement, t'as pas aimé Avalon, donc effectivement on y a joué. C'est les jeux illustrés par Weberson Chantago, je pense que c'est la seule chose qui me plaît dans ce jeu-là. Alors, Dolmore, Shadowhunters, j'en ai fait des parties, nous on tape directement sans avoir d'infos au début, cela réduit le temps de partie et rajoute du fun. Alors je pense que c'est ce qu'on a fait, on a fait bêtement, effectivement, c'est qu'au début, on tape, hein, voilà. Même si c'est dans nos copains, ben c'est pas grave, on tape, on verra. Alors c'est comment le nom du neutre qui doit mourir en premier? Alors c'est le personnage neutre qui a le moins de points de vie, elle s'appelle Ali. Et son pouvoir, si elle se révèle, c'est de se reprendre en fait la partie. C'est-à-dire que ses points de vie reviennent au maximum. Je pense que c'est ça. C'est plus les jeux avec les informations limitées qu'on doit déduire que sur les paroles des autres. Ouais. C'est peut-être ça qui fait vraiment la différence entre, on va dire, les jeux à rôle caché que j'aime ou que je n'aime pas. En tout cas, voilà. Shadowhunters, ça m'a bien plu. J'ai passé quand même un bon moment.
J'ai également passé un très bon moment avec Arctic. Arctic qui est mon cadeau du Secret Santa de la ZDJ que j'ai reçu. J'avais déjà joué il y a quelques semaines en arrière, j'avais trouvé ça vraiment pas mal et je suis très content de l'avoir reçu en Secret Santa. C'est un jeu chez les Ludonautes. Alors j'ai pas parlé de Shadowhunters, vous voyez c'est chez Matago, c'est un jeu de Yashutaka Hideka. Pas d'illustration, c'est bien dommage. Time Bomb, c'est chez Yellow, c'est un jeu de Yosuke Sato et illustré par Biboom. C'est beaucoup des jeux un petit peu japonais, hein, c'est marrant. Et Bomb Buster chez Cocktail Game, c'est un jeu de Hisashi Hayashi et ça je l'ai dit. Voilà, c'est marrant, hein, beaucoup de jeux dans ce type-là de déduction, rôle caché, information secrète, avec des auteurs japonais. Alors là, on est typiquement sur un jeu bien français, c'est Arctic, qui est sorti en début octobre. C'est un jeu donc chez les Ludonautes, un jeu de Cédric Lefebvre et illustré par Christine Alcouf. Donc là, on est bien un jeu en français, de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20-40 minutes. Je lui ai mis une note de 7 parce que j'aime beaucoup ce petit jeu. Il est vraiment bien plus malin qu'il n'y paraît. C'est un jeu on va dire, de collection, dans lequel on va avoir des cartes en main et on va devoir également donc les jouer, ces cartes. On va les jouer toutes les unes par-dessus les autres pour créer des collections. À la fin de la partie, on va prendre notre paquet de cartes et on va tout simplement les étaler et on va les regrouper. Mais on va pas pouvoir les changer de place. Hein. Voilà, les cartes qu'on joue, elles restent toujours dans le même sens. Tout simplement pour créer des collections et pour marquer des points. Plus une collection de cartes de même type, c'est-à-dire des animaux, plus ça va nous permettre de remporter des points. Donc, ces cartes animaux, on se balade sur la banquise et on va observer les animaux. Ces animaux-là vont nous donner des petits pouvoirs également, mais ce qui est très malin, ce qui est très important de retenir dans Arctic, c'est-à-dire que la dernière carte qu'on va jouer va nous donner l'information suivante. Combien de cartes on va devoir repiocher dans la rivière et combien de cartes on va devoir jouer au prochain tour. Et ça, c'est très important, puisque vous voyez, cette carte-là, par exemple, me dit que là, une fois que j'ai joué cette carte-là, je vais devoir repiocher une carte, une seule carte. Mais au prochain tour, elle m'indique que je devrais poser 5 cartes. À mon tour suivant, j'aurai donc pioché déjà une carte, je vais me retrouver avec 5 cartes, ou plus, parce que j'aurai peut-être des cartes précédentes, et donc je vais devoir jouer 5 cartes, admettons je joue 5 cartes, et la dernière carte que je joue, c'est cet orque-là qui va me dire de piocher 5 cartes, et au prochain tour, de jouer une seule carte. La somme en tout cas des cartes qu'on va devoir piocher et qu'on va devoir jouer est toujours égale à 6, voilà. Donc après il y a des pouvoirs suivant, là par exemple si c'est la dernière carte que je joue, ce macareux, eh bien je vais aller récupérer cette carte de pouvoir ici qui va m'octroyer un pouvoir supplémentaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va vraiment pouvoir influer sur la partie et créer de l'interaction avec les joueurs et influer également sur la rivière de cartes, sur le nombre de cartes que je vais pouvoir piocher et également sur les cartes pénalités, puisque si je dois piocher un certain nombre de cartes et que j'en ai déjà 7 en main, eh bien je n'ai pas le droit d'avoir tout simplement plus de 7 cartes. Les cartes supplémentaires seront mises dans des cartes de pénalité qui me rapporteront tout simplement un point négatif à la fin de la partie. Donc c'est très malin parce qu'il va falloir compter le nombre de cartes que je pose en essayant de poser les cartes de même famille hein, pour essayer d'avoir le plus de points possible, mais essayer de poser également des cartes qui vont me rapporter des pouvoirs pour pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle. Il y a également ce panorama là où les jetons vont évoluer au fur et à mesure de la partie, puisque chaque joueur en début de partie va recevoir un totem animal secret. Donc à la fin de la partie, suivant où est placé le jeton, on va gagner autant de points. Et ça va évoluer tout au fur et à mesure de la partie, puisque l'information également qui est disponible sur les cartes. Là, quand je vais avoir joué cette carte, je vais devoir déplacer le jeton macareux, c'est-à-dire celui-ci, et le jeton ours polaire, ici, de une case, de mon choix. Soit je l'avance, soit je la recule. Par contre, si elle est déjà ici, je n'aurai pas le choix de l'avancer. Je vais devoir obligatoirement la reculer, donc l'autre, je vais devoir l'avancer.
C'est soit je l'avance ou soit je le recule. Si je fais 1 sur 1, eh bien l'autre, je vais devoir faire l'inverse. Voilà. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est très très malin, c'est très joliment illustré, c'est très simple, c'est très lisible. Les pouvoirs sont très très importants. Et franchement, je trouve ce jeu très très bon. Je lui ai mis une note de 7. Je le trouve vraiment très 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 bien. Je vous le recommande. Il n'a pas eu, je pense, autant de bonnes... Enfin, en tout cas, on n'en a pas assez entendu parler à mon goût. Je trouve qu'on devrait en parler un petit peu plus souvent. Pour le coup, j'ai la boîte de jeu, alors je sais pas où est-ce qu'elle est rangée, mais comme c'est mon cadeau de Secret Santa, je vous en reparlerai dans une review très prochainement, parce que pour moi c'est important que ce jeu-là soit un petit peu plus montré et que les gens le découvrent un petit peu plus. Alors, salut Icoc, bienvenue, j'avais pas vu ton message. Hello, hello. Alors, Arctic est aussi sur BGA. Effectivement, Arctic, il est sur BGA. Attention, je sais que, je crois que c'est Nancy Dice qui m'en a parlé, qu'elle a joué sur BGA, et il y a la manipulation des cartes avec les autres joueurs, et l'interaction qui... c'est pas tout à fait pareil. Comme beaucoup de jeux sur BGA, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, voilà. Découvrez-le peut-être sur BGA, mais sachez que vous risquez peut-être de passer à côté, puisque il y a vraiment, il se passe vraiment pour moi en tout cas quelque chose sur ce jeu-là. Voilà, c'est une très très jolie découverte. Donc effectivement, voilà, il faut faire des familles qui scorent un maximum. Au-delà de 6 cartes, ça sert à rien, mais par exemple, si tu as 6 cartes consécutives de la même famille, tu auras 15 points. C'est le maximum. Et salut Christelle 67 590, bonsoir et bienvenue. Bienvenue, ici on parle de jeux de société. Et donc tu connais déjà le jeu Arctic. Eh bien écoute, bienvenue, tu as de très bons goûts. Et voilà, effectivement, tu préfères le jeu physique. C'est toujours, il y a des jeux qui se prêtent très très bien à BGA. Mais il y a des jeux, voilà, je trouve que peut-être pour les découvrir une première fois, il est peut-être mieux de se faire la main sur le jeu physique. Mais pour les découvrir déjà, c'est peut-être plus pratique sur BGA, voilà. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se faire un avis en s'arrêtant sur une partie de BGA, en tout cas. Je peux vous donner tout simplement un exemple d'un jeu que je trouve aussi bien génial sur BGA à 2 joueurs et aussi bien génial mais au maximum du nombre de joueurs en physique, en réel, c'est Planet Unknown. Planet Unknown sur table à 4, 5, 6 joueurs, il est excellent, je l'adore. Sur BGA, clairement, il est très bon, mais il faut y jouer qu'à 2. Parce que sinon, c'est un enfer. C'est trop long. Mais à 2 joueurs, il est excellent sur BGA. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse BGA. Dolmore, pareil, je préfère jouer avec des amis, je joue beaucoup sur BGA pour en découvrir. Voilà. L'avantage de BGA, c'est que ça permet de découvrir des jeux. Mais il ne faut pas se faire un avis définitif sur un jeu pour une seule partie en n'ayant joué que sur BGA. Voilà. Prochain jeu. Un jeu qui clairement ne peut pas se jouer sur BGA. Pas du tout. C'est Album. C'est un jeu de... je sais pas si je vois un jeu d'ambiance. Là, c'est pas réellement du jeu d'ambiance, mais en tout cas, c'est un jeu d'interprétation par l'image. Le sous-titre, c'est l'émotion d'une photo, l'intensité d'un mot. C'est un jeu dans la veine des Dixit. Le principe du jeu, un joueur va piocher une photo. Une véritable photo qui est représentée sur les cartes. Il va regarder cette photo, il va l'analyser. Il va essayer de s'imprégner au maximum de cette photo. Puis, il va piocher des petites languettes comme ça qu'il va mettre sur cette échelle-là, de 0 à 5. Sur ces languettes-là, qui sont dans ce distributeur-là, ce sont des mots, des espèces d'adjectifs, des qualificatifs en fait. Et voilà. Généralement, en tout cas, quelque chose qui va provoquer une émotion. Donc,
il va mettre ces mots sur cette échelle. Par exemple, 0, ça ne lui évoque pas du tout ce sentiment-là. 5, ça lui évoque extrêmement ce sentiment-là. Donc là, bon, admettons, il y a eu déjà quelques tours de fait sur ces 3 photos. C'est pas exactement comme ça, mais il y a 5 photos. Hein. Et il y a, sur la manche, il y a plus de mots comme ça qui sont mis. On va révéler un mot. Si par exemple, il y a le mot gourmandise, et le joueur l'a mis tout à fait en haut en 5, on peut se douter que la photo secrète, c'est ces 2 personnages qui sont en train de faire de la cuisine. Très peu de chances que ce soit celle-là ou celle-là. Mais par élimination, en fait, voilà, les mots sont pas aussi flagrants. Là, je vous dis gourmandise parce que c'est la solution de facilité, mais en fait, pas du tout. Les mots sont très divers et variés, tout autant qu'en fait, les photos, vous voyez, comme celles qu'on peut voir en démo ici. Donc, une scène de 2 personnes qui font de la cuisine, des poissons un petit peu exotiques, ou alors une représentation d'une architecture urbaine assez moderne. Voilà. Donc ces 3 photos-là n'ont absolument rien à voir, et avec les mots qui vont être classés par un joueur, on va essayer de deviner par élimination, par déduction, et par les sentiments que ça nous évoque, éliminer les photos au fur et à mesure de la partie pour essayer de trouver la photo de départ. Il faut savoir que quand le joueur pioche une photo, il ne va voir qu'une seule photo. Il va mettre les mots et les classer dans cette échelle suivant ce que ça lui évoque, et ensuite il va piocher 4 autres cartes photos. Donc il n'a pas pris connaissance, lorsqu'il a mis ces mots dans l'échelle, des autres cartes. Il peut très bien y avoir des cartes, des photos qui vont être mises après, et qui vont pouvoir également évoquer le même sentiment à la même échelle pour les autres joueurs. Et c'est là où voilà, il va falloir discuter, il va falloir réfléchir en fonction de qui est-ce qui a regardé cette photo. Qu'est-ce que on peut essayer de dire? Lui, peut-être pour lui, ça lui évoque ça, mais pour moi, ça m'évoque pas du tout ça. Donc il va falloir essayer de se mettre à la place des autres. C'est très malin, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu parce que ça amène en fait à la discussion entre les joueurs, autant avec des personnes qui se connaissent, autant avec des personnes qui ne se connaissent pas. J'ai déjà eu l'occasion de jouer, lors notamment de ma première partie au flip, avec des personnes que je ne connaissais pas, et ça marche tout aussi bien, puisque on va essayer de faire un petit peu, soit dans les clichés, soit en fonction de la personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on va essayer de s'imaginer. Donc voilà, c'est ça qui est très bien dans ce jeu-là, Album, c'est la discussion en fait que va apporter une image, une photo et les sentiments. Donc c'est sorti chez Acting Games, c'est un jeu de Karine Minidré et illustré par Maud Chalmel, pardon. Ça c'est pour, pardon, on va dire l'illustration, on va dire peut-être les graphismes, puisque les photos ce sont des véritables photos de photographes qui sont vraiment très variées, avec de très belles photos qui chacune va vraiment pouvoir évoquer quelque chose. Voyez, donc là on est sur une scène de cuisine, là une scène urbaine et là une scène de poissons exotiques, mais il y a vraiment des photos qui vont être beaucoup plus oniriques, ou parce que là ces 3 photos vues comme ça, elles peuvent peut-être ne pas vraiment parler, mais il y a des photos qui vont vraiment être assez fortes en émotion, ou au contraire, qui vont évoquer beaucoup de peut-être du dégoût, ou alors de la peur, ou alors de la joie. Enfin voilà, c'est très varié, avec certaines photos qui sont très fortes au niveau émotion. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est un jeu un petit peu, on va dire à la Dixit, qui est en tout cas, je le conseille à découvrir si vous aimez un petit peu les jeux dans ce style-là. Et les photos sont très belles, effectivement. C'est presque fini, puisque je vais vous parler du dernier jeu auquel nous avons joué. C'est Antise. Antise, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. C'est un jeu qui devrait sortir courant février de l'année prochaine chez Gregame. Ce jeu, c'est bien plus qu'un jeu. C'est vraiment une expérience à part. C'est vraiment quelque chose.
Il y a un an et demi à peu près, vous vous souvenez peut-être, est sorti le jeu Torum and the Boom. Ce jeu qui se joue à nombreux, plus on est nombreux, mieux c'est, où chacun va avoir un rôle, va essayer de trouver qui est qui pour essayer d'amener dans différentes pièces, etc. etc. J'avais pas du tout aimé. Rôle caché peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Antise se veut un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est un jeu, il faut jouer à nombreux. Bon là ils disent à partir de 6 jusqu'à 12, à partir de 14 ans, et oui, très important à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Ça ne dure pas plus de temps puisque c'est un jeu qui est un petit peu entre guillemets chronométré. Les manches sont en tout cas chronométrées. Antise, qu'est-ce que c'est ? À son tour, on va recevoir une carte. C'est un jeu donc, comment on dit, un jeu grandeur nature en temps réel. C'est-à-dire que on est tous réunis autour d'une table dans un lieu qui est hanté et on joue des médiums ou des possédés et on va essayer de gagner la partie en tout cas en sauvant un maximum de gens qui sont possédés. Donc en début de tour, je reçois soit une carte possédée, soit une carte médium. Si j'ai une carte médium, mon but c'est tout simplement d'aller aider les possédés. Donc ceux qui ont reçu une carte possédée. Sur ces cartes possédées, il va y avoir une mise en situation. C'est-à-dire que tu vas devoir te placer à un endroit, faire tel truc, et pour te sauver, le médium doit faire ci. Mais par contre, si le médium fait ça, eh bien, tu dois lui dire qu'il est possédé lui aussi, lui montrer la carte et il va devoir faire la même chose. Donc, on est clairement dans un univers de manoir hanté, hein, vraiment avec des fantômes, avec voilà, on est dans cette maison. Le lieu se prêtait complètement, en tout cas pour ça, puisqu'on va se balader partout dans la maison. Et la seule chose avec laquelle on va pouvoir s'éclairer, c'est avec l'écran de notre téléphone. Mais pas avec la lampe torche, uniquement l'écran comme ceci, déverrouillé. On ne va pas pouvoir utiliser la lampe torche. Puisque nous sommes dans le noir complet. Et donc dans cette immense baraque, nous avons réussi à faire le noir complet et avec une musique d'ambiance très sombre. C'était vraiment flippant. Même si j'aurais aimé que on soit encore plus dans l'ambiance. C'est-à-dire que c'est vrai que on rigole facilement, mais j'aurais bien aimé moi qu'on soit vraiment plus dans l'ambiance où non, on rigole pas, on se met vraiment dans la peau d'un médium ou d'un possédé et on se met vraiment dans l'ambiance pour essayer au maximum de se faire peur, quoi. Je vais pas vous en dire plus parce que le jeu c'est ça, c'est d'essayer de gagner des points en fonction du nombre de possédés qu'on a réussi à sauver et des petites missions, on va dire secondaires. Il y a également donc un maître du jeu hein, qui a été interprété à merveille par Pierre-Louis Gametrotter, voilà, qui a fait notre maître du jeu. Vraiment, c'est vraiment une expérience. J'avais déjà vu alors pas des parties parce que forcément ça se montre pas, mais des petites vidéos comme ça sur les réseaux, ça ne m'attirait pas spécialement. La boîte de jeu était disponible ce week-end. Entre nous, entre potes, comme ça, j'ai dit bah oui, forcément, je ne peux pas passer à côté de ce jeu-là. Il faut absolument y jouer. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le faire avant sa sortie ou même après, quand la sortie du jeu sera, quand le jeu sera sorti, si vous avez une soirée de prévue avec le lieu qui adapté où vous pouvez vous mettre dans le noir, idéalement dans un lieu que personne connaît, c'est vraiment à faire. Ça dure 30 minutes, plus ou moins, mais à 1 heure, grand maximum. Vous pouvez faire une partie de hantise avec une personne qui connaît déjà le jeu pour vraiment pouvoir faire le maître du jeu. C'est vraiment génial, c'est excellent. Je voulais vous proposer une petite vidéo qui a été faite, un réel qui a été fait par Julien Phoenix, d'après les vidéos de Thomas. Il était un jeu de Alexia, les jeux en folie de Bordeaux. Je vais essayer de vous le passer en vidéo. Je suis pas sûr d'y arriver.
voyons, on va essayer tout de même. Je vais couper le son de mon micro pour vous mettre la vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Je vais peut-être monter le son sur la vidéo. Voyons si je me mets là, si je fais comme ça. Le son, il est là. Voilà, je vais peut-être baisser, on verra. Je coupe le son de mon micro et je vous lance la vidéo. Vous n'êtes pas seul en ce lieu. Depuis quelques mois, les locataires entendent des rires d'enfants et une petite voix chantonne des comptines la nuit. Ça va finir mal, je le sens. Ça va finir mal, je le sens. Vous avez sauvé cet endroit, avec seulement un point de différence. Vous pouvez prendre un peu de repos avant la prochaine cérémonie. Bien joué, Miguel. Hop, voilà, j'espère que vous avez un petit peu attendu, donc c'est très court. Vous n'avez peut-être pas vu grand-chose, en tout cas sur la vidéo. Il y a eu un moment où il y a eu une bougie qui a circulé pour faire un mini-clip comme ça. Mais voilà, c'est pas le but du tout du jeu, c'est vraiment de s'éclairer uniquement avec l'écran déverrouillé de son téléphone, pas avec la lampe torche. Donc on voit très très peu puisqu'on est dans le noir total. Donc il faut y jouer évidemment le soir ou la nuit. Donc c'est chacun va avoir un rôle, soit médium, soit possédé, et on va devoir essayer les médiums de sauver les possédés, et les possédés vont essayer de tout simplement de jouer leur rôle au mieux qu'ils peuvent. C'est une expérience incroyable, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment plus qu'un jeu, c'est vraiment une expérience. Voilà, en tout cas, ça, c'était pour Antise. Alors, peut-être vite fait revenir sur ça, sur la fiche MyLudo. Hop, Antise. Donc, évidemment, je le mets dans ma wishlist. Et là, j'ai vraiment envie de lui mettre super bonne note parce que l'expérience qui a été proposée grâce à Pierre-Louis et Julien, qui nous ont vraiment drivé dans le jeu, et c'était vraiment top. Même si je le redis encore, je trouve qu'il y en a qui ont un petit peu déconné. Parce qu'ils n'ont pas pris le jeu assez au sérieux. Moi, moi j'aime beaucoup en fait avoir peur. C'est un truc que j'aime bien. Avoir peur mais contrôler, tu vois. C'est pas, voilà. Mais dans des situations comme ça, j'aime bien me mettre à fond, du coup, et avoir réellement peur. Voilà pour Antise. Et voilà pour ce petit débrief de ce week-end ludique organisé par Thomas et Elodie de Il était un jeu. C'était un super week-end qui nous a permis de retrouver les copains et les copines, de pouvoir passer un week-end ensemble à jouer et à pouvoir tout simplement se retrouver. Et également l'occasion de se faire notre Secret Santa, puisqu'on avait organisé un petit Secret Santa. Hop, je vais repasser sur la photo de fin, celle-ci, où on nous voit tous ensemble à la villa pour nos jeux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le débrief ludique du Meeple Vert tous les lundis à 20h sur Twitch et également retransmis sur YouTube. On se retrouve tout au long de la semaine pour les stories sur Instagram des découvertes, les reviews de jeux de société. Samedi matin, ça sera en live vers 11h sur Twitch pour les sorties de la semaine. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien et à bientôt. Salut!